Et on va continuer à parler de ce rapport choc sur les frères musulmans avec l'invité du jour qui est en train d'arriver sur ce plateau. Il est ministre d'État, ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans Tout le monde veut savoir. Je le disais, ministre des Outre-mer, ancien Premier ministre, ministre de l'Intérieur. On parlera dans un instant des dossiers qui vous occupent au quotidien dans les Outre-mer. Mais si l'on souhaitait aussi vous entendre ce soir, Manuel Valls, c'est bien sûr au sujet de ce rapport sur l'entrisme des frères musulmans, qui a donc fait l'objet d'un conseil de défense autour du président de la République. Il faut dire que vous faites partie de ces responsables politiques qui ont alerté, qui alertent depuis longtemps sur ce danger. Vous considérez là qu'il y a une forme de fin du déni, y compris parmi vos amis politiques et ceux-là même avec qui vous gouvernez aujourd'hui? Bon, ceux qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme, le djihadisme et l'islam politique ou l'islamisme sont, je crois, depuis longtemps lucides sur ce sujet. C'est vrai que, pour ce qui me concerne, ça fait plus de 20 ans que je dénonce le danger que représente l'islamisme, l'islam politique, avec ses différentes branches, c'est-à-dire les frères musulmans ou le salafisme. Vous en avez parlé il y a un instant. Et au fond, ce rapport, me semble-t-il, et c'est son but, a un objet très important, c'est d'éclairer, si c'était nécessaire, l'opinion publique sur la puissance, la force, l'entrisme de l'islamisme des frères musulmans dans nos sociétés européennes, avec une volonté qui est de détruire la République et nos modes de vie. Vous avez des journalistes, des chercheurs comme Florence Bergeau-Blacker, Ouais. Mohamed Sifawi, évidemment Gilles Kepel, Hugo Micheron, qui sur ces sujets-là, avec bien d'autres, ont travaillé et ont dit l'essentiel. Mais c'est important que les Français, à travers ce rapport, se comprennent que des normes sociales, voile, barbe, vêtements, respect du jeune, s'imposent et cherchent à s'imposer un peu partout, cherchent à pénétrer, vous le disiez, je crois, il y a un instant, dans l'éducation nationale, évidemment. On est testé en permanence, c'est pour ça que Gabriel Attal avait eu raison d'interdire la baya. Dans le sport, bien évidemment, il y a eu là beaucoup de documentation, beaucoup de rapports. Mais ce rapport nous permet, au fond, de se dire, voilà, là, il y a un ennemi. Ça va être incontestablement l'un des sujets fondamentaux des années qui viennent, et nous devons agir dès maintenant. C'est un combat, comme on dit, existentiel, et tout candidat à l'élection présidentielle, notamment en 2027, tout responsable politique dès maintenant, doit faire de l'islamisme son principal adversaire. Et on parlera dans un instant, puisque vous Avec une priorité, le détruire. Et détruire l'islamisme? Oui, détruire les frères musulmans? Est-ce que c'est seulement possible? Puisque, comment dire, il y a ce débat, et d'ailleurs vous-même, vous disiez il y a quelques années, Manuel Valls, qu'il fallait interdire le salafisme, tout en reconnaissant qu'il y avait une part de symbolique dans tout cela. Sur la question des frères musulmans, vous avez le Rassemblement national qui dit il faut interdire les frères musulmans, et Bruno Retailleau qui répond c'est pas possible. Il faut mener une guerre culturelle, politique, idéologique de tous les instants. Les frères musulmans qui existent depuis des décennies, qui sont aujourd'hui plutôt en difficulté, c'est ce que dit le rapport à juste titre dans le monde arabe. Ils sont nés en Égypte, ils sont combattus d'ailleurs par des régimes arabes, c'est le cas des Émirats, de l'Arabie Saoudite. Est-ce que l'on peut interdire les frères musulmans? C'est le cas de l'Arabie Saoudite, c'est le cas aussi de l'Égypte. C'est évidemment difficile, mais cela montre que... On a combattu le nazisme. Le nazisme continue, existe, malheureusement. C'est une idéologie encore qu'on retrouve, ça peut paraître étonnant, dans un certain nombre de groupes aux États-Unis et en Europe. Mais l'idée de l'interdire, de le combattre, de le détruire, c'est de bien montrer la nature de la guerre. Vous vous rappelez, à l'Assemblée nationale, en 2015, après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher et Montrouge, j'avais dit que l'islamisme nous menait une guerre. L'islam politique nous menait une guerre. Et il ne s'agissait pas uniquement du terrorisme, du djihadisme. Les frères musulmans, ce n'est pas une organisation terroriste en soi. Il y a une volonté, notamment, de s'attaquer aux communautés musulmanes en Europe, qui sont évidemment très nombreuses, qui sont exposées pour créer les conditions à la fois d'un entrisme et d'un séparatisme. Donc ça veut dire qu'il faudra aller très loin, très fort dans cette volonté de détruire les frères musulmans. Mais Manuel Valls, je vous repose la question. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, dit il faut interdire les frères musulmans. Il faut interdire et démanteler
l'organisation des frères musulmans. Bruno Retailleau dit que c'est pas possible. Le président de la République, à juste titre, a dit qu'il attendait un certain nombre de propositions. Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, d'autres ministres vont faire des propositions. Mais à partir des moments où les frères musulmans ont mis sur pied une double organisation, l'une officielle et l'autre secrète, il nous faut démasquer, détruire ce système. Ils opèrent comme une multinationale, c'est ce que dit le rapport, avec son siège à Bruxelles et ses filiales en France. Recevant d'ailleurs à Bruxelles un ministre français, Benjamin Haddad, le ministre des Affaires européennes, à juste titre, a dénoncé les subventions que cette organisation réussit à capter pour alimenter ses écoles, sa propagande, son travail sur le terrain, parce que c'est un travail essentiellement local, pour dénoncer les subventions que ces organisations proches des fréristes reçoivent de l'Union européenne. Bon, donc vous l'appelez comme vous voulez, mais il faut détruire, il faut combattre, il faut interdire, l'organisation des frères musulmans. Encore un mot sur le constat, Manuel Valls, puisque on est frappé dans ce rapport par la minutie et les chiffres qui sont donnés sur les lieux de culte affiliés à ce qu'on appelle les musulmans de France, cette organisation qui est l'émanation des frères musulmans en France. 139 lieux de culte. Il y a un pourcentage qui est donné avec les lieux de culte qui appartiennent et proches, c'est 7%. On a sur les élèves, 4200 élèves pour l'année en cours dans le secteur éducatif qui sont liés à des établissements qui sont proches des frères musulmans. Par rapport aux 5 millions de fidèles français de confession musulmane, c'est une infime minorité. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Non, je ne crois pas. Alors, c'est vrai que il y a une organisation visible dans les écoles, à travers un certain nombre de lieux de culte, qui est la face apparente des frères musulmans. Mais comme c'est très bien dit aussi dans le rapport, et vous le disiez il y a un instant, ils cherchent, et je le répète, l'objectif, ce sont les musulmans qui vivent en Europe et donc en France. Et ils cherchent à s'accaparer pour mener le combat contre la société occidentale, contre les valeurs démocratiques et contre la laïcité. Et ensuite, ils essaient d'irriguer, de pénétrer le monde associatif, l'école, les autres lieux de culte et d'utiliser, d'imposer leur manière de s'habiller, une forme de vie, les mots comme celui de l'islamophobie. Donc l'emprise est là beaucoup plus puissante au-delà de leur représentation sur le terrain, parce que fort heureusement, la grande majorité de nos compatriotes musulmans ne sont pas sensibles à ces discours. Manuel Valls, vous parlez des solutions pour lutter contre les frères musulmans. Gabriel Attal, ancien Premier ministre, patron du parti Renaissance, dit « Il faut interdire le voile pour les filles de moins de 15 ans ». Est-ce que c'est une proposition réaliste? Examinons toutes les solutions. Il y a eu, au cours du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, un vrai changement de ligne par rapport à ces sujets. Oui, parce que vous étiez assez sévère à l'égard du président de la République, considérant qu'il y avait une forme de naïveté sur ces sujets. Il y a eu un changement en 2020. Le discours des Mureaux, quelques jours avant, d'ailleurs, l'assassinat terrible de Samuel Paty. Et puis, il y a eu la loi séparatisme qui donnait des moyens supplémentaires, portés par Gérald Darmanin, à la police et à la justice. À l'époque, d'ailleurs, il y avait déjà des parlementaires comme Aurore Berger, et mon vieil ami et regretté Francis Choy, qui portaient les amendements, qui allaient plus loin, notamment sur l'interdiction, par exemple, du voile concernant les mineurs. Je pense, et Gabriel Attal fait cette proposition, mais elle doit être examinée aussi par le gouvernement, je pense qu'il faut aller plus loin. Et qu'il faut sans doute une loi séparatisme 2, mais ça sera au président de la République et au gouvernement de décider, à condition qu'il y ait du contenu, que ça soit évidemment travaillé, pour engager ce que j'évoquais tout à l'heure, le combat idéologique et culturel. Et ensuite, il faut voir toutes les mesures, mais il ne faut pas s'arrêter seulement à la question de l'interdiction du voile, la bataille qui est nécessaire à l'université. Je sais que ça a toujours été un débat, je sais que c'est compliqué sur le plan constitutionnel, mais par exemple, moi je pense que le voile à l'université, c'est un vrai sujet. Là, donc il faudrait, selon vous, interdire le voile à l'université? Je dis que c'est un vrai sujet, je connais les difficultés juridiques et constitutionnelles qui se posent, mais à partir du moment où l'islam politique, les frères musulmans mènent une bataille, une guerre idéologique à travers les symboles, à l'université, pour les mineurs, je trouve légitime, vous voyez, je suis prudent, je sais que gouverner c'est difficile, je suis au gouvernement et je suis respectueux des décisions qui seront prises, mais je trouve légitime que ces propositions soient sur la table et soient examinées. Donc la proposition de Gabriel Attal d'interdire le voile pour les filles de moins de 15 ans est une proposition légitime que vous partagez? Pour les mineurs, je pense que cette question, elle se pose parce qu'on voit bien l'emprise sur certaines familles et notamment sur les filles. Vous savez,
la bataille principale, une des batailles principales des frères musulmans, c'est d'imposer leur logique de vie sur les femmes. Je veux dire, comme républicain, comme démocrate, je ne peux pas supporter, moi, cette emprise mais pardonnez-moi, Manuel Valls, sur les filles. Vous êtes pardonné. La campagne présidentielle a été l'occasion d'un combat idéologique important entre la famille macroniste au sens large et le Rassemblement national qui souhaitait interdire le voile dans l'espace public. Comprenez que là, il y a une forme de difficulté à comprendre. Vous avez ce même Gabriel Attal qui contestait très fermement cette proposition portée par le Rassemblement national consistant à dire qu'il faut interdire le voile dans l'espace public. Et aujourd'hui, ce même Gabriel Attal qui dit il faut interdire le voile pour les moins de 15 ans. Alors, certes, il ne s'agit pas du même public, entre guillemets, mais les mêmes questions se posent d'application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre un policier derrière chaque fillette qui porterait un voile. Est-ce que c'est une proposition qui est réaliste? Il y a ce rapport. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut aller plus loin dans la guerre politique, idéologique à l'égard des frères musulmans. Il n'est pas que française, elle est européenne, elle est à un caractère mondial. Elle est sur toutes les sphères, les réseaux sociaux, l'information, l'université, l'école. S'il y a des propositions qui sont majoritaires à l'Assemblée, dans l'opinion, qui nécessitent des réformes juridiques, institutionnelles, constitutionnelles, il faudra l'examiner. C'est-à-dire, on ne peut pas, d'une part, considérer qu'il y a là un vrai danger, que l'islamisme veut détruire la République et nos modes de vie, qu'il s'attaque notamment aux musulmans de France, à la jeunesse et dans les quartiers populaires, et dire, voilà, on ne pourra rien faire. Donc ça veut dire qu'il faut examiner... Donc c'était une erreur de s'opposer au Rassemblement national qui souhaitait interdire le voile dans l'espace public? Non, moi je ne dirais pas ça, parce que je fais la part entre les slogans, les campagnes électorales et la réalité. Ce que veulent les Français, et je le souhaite aussi, c'est maintenant un débat avec des mesures concrètes et possibles. C'est pas qu'on en reste uniquement aux intentions. Et l'idée d'une nouvelle loi qui aille plus loin, mais c'est compliqué, vous l'avez dit vous-même très justement. Une bataille idéologique et culturelle, ça n'est pas une bataille juridique, ça n'est pas du même ordre. Et le rapport nous aide à prendre pleinement conscience de ce que cela représente comme danger. Donc il faut agir dès maintenant. C'est un combat existentiel. Il sera au cœur de l'élection présidentielle de 2027. Et je l'ai toujours dit, nous avons évidemment beaucoup de défis à relever. Nous avons des adversaires redoutables, l'extrême droite internationale, ce que représente comme danger Poutine, évidemment, et ce qu'il fait peser sur l'Europe. Mais l'islamisme, l'islam politique, c'est un danger existentiel. C'est notre principal adversaire. Il faut le détruire. Regardez cette réaction de Jean-Luc Mélenchon. Ouvrez les guillemets, j'alerte cette fois-ci. L'islamophobie franchit un seuil. Un conseil de défense autour du président accrédite les thèses délirantes de Retailleau et de Le Pen. Ça suffit, vous allez détruire notre pays. Pour lui, ce conseil de défense, c'est de l'islamophobie. D'abord, je dirais que nous avons besoin, c'est important, le rapport le souligne aussi, des musulmans, de nos compatriotes, ils sont plusieurs millions, pour construire, c'est un vieux débat, c'est difficile, un islam pleinement intégré à la République. Ça me paraît très important. Encore une fois, parce que l'islam politique et les frères musulmans visent ces Français musulmans. Deuxièmement, si les frères musulmans ont pu prospérer, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, ils ont des complices. Ils ont des idiots utiles, comme on dit. Et notamment la France insoumise, et Jean-Luc Mélenchon y participe avec une volonté. Réaliser un véritable accord avec ces forces politiques que représentent les frères musulmans. La France insoumise veut un accord avec les frères musulmans? Ça a été documenté, ça a été démontré qu'ils cherchent cet accord. Ça vient de très loin, d'ailleurs. Regardez le livre. Je fais une parenthèse, Manuel Valls. On montrait tout à l'heure les images de Nicolas Sarkozy en 2003, qui s'adressait à l'UOIF, émanation des frères musulmans, au Bourget, dans une salle où il y avait d'un côté les hommes et de l'autre les femmes. Vous parlez de la question de peut-être d'une forme de déni des uns et des autres. L'idée, moi, c'est pas de faire des comparaisons ici, mais ces images, elles existent. Nicolas Sarkozy, à la fois, avait mené un combat frontal, regardez, mais contre Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, petit-fils du fondateur Hassan el-Banna, pardon, invité sur tous les plateaux à l'époque. Invité sur tous les plateaux, notamment à la suite de ce débat avec Nicolas Sarkozy. Considéré comme un théoricien, un théologien de très grande qualité, jusqu'à ce qu'on découvre qui il était vraiment. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais considéré comme une erreur le fait qu'on essaie de s'appuyer sur un islam conservateur, celui de l'EUIF, pour essayer
de reconstruire l'islam de France. Mais on ne va pas soupçonner, je pense, Nicolas Sarkozy de la moindre complaisance à l'égard de l'islamisme, ce qui n'est pas le cas de la France insoumise, qui pour des raisons électorales, c'est très bien documenté dans le livre que Julien Drey a publié sur lui, ou dans le dernier qui s'appelle La Meute, sur le fait qu'il y a une vieille tradition, pardon d'être précis, mais notamment dans la gauche britannique, dans le vieux parti travailliste anglais, d'alliance depuis 20 ou 30 ans d'une partie, d'une minorité trotskiste d'ailleurs, avec cet islam politique. Donc, il y a en effet des complicités. Et le fait que Jean-Luc Mélenchon utilise le mot islamophobie, qui est dénoncé dans le rapport, comme un de ces éléments, vous le disiez il y a un instant, et qui est rentré malheureusement... Que François Bayrou a utilisé, Laurent Wauquiez... On m'a interrogé à ce moment-là, j'ai dit que moi je n'utilise pas les mots de l'adversaire. Et que vous utilisiez le terme de racisme anti-musulman. Un mot encore sur ce sujet, Manuel Valls, puisque nos confrères du Parisien, BFM TV également, ont révélé que Emmanuel Macron n'était pas satisfait des propositions qui lui avaient été faites, pas satisfait non plus du fait que ce rapport avait fuité, et aussi d'une sorte d'atmosphère qui pouvait laisser à penser qu'il y avait une confusion qui était faite entre les frères musulmans, l'entrisme et l'immense majorité des Français de confession musulmane. Il y a un sujet sur la façon dont ce sujet a été traité? Je n'étais pas au Conseil de défense. J'ai vu que le rapport a été publié, j'imagine, dans son intégralité ou sa quasi-intégralité. Il a été en partie ou totalement, je n'ai pas l'information déclassifiée. À partir du moment où il est mis sur la place publique, il faut l'accompagner. Moi, vous savez, je pense que les Français sont intelligents. C'est un peuple mûr et ils savent parfaitement faire la différence entre la masse de nos compatriotes musulmans qui parfois ont peur, qui craignent cet amalgame qu'il faut respecter, qu'il faut aider bien évidemment, et l'islam politique qui cherche précisément cet amalgame pour créer les conditions de ce séparatisme que j'évoquais. Mais ça veut dire aussi qu'au sein de l'islam de France, que parmi les responsables de l'islam de France, il faut clarifier les choses, notamment par exemple dans la lutte contre l'antisémitisme, puisque l'antisémitisme et la haine des Juifs est la matrice de l'islam politique. Je rappelle par ailleurs que le Hamas est une organisation issue des frères musulmans et dont le but est d'abord la destruction des Juifs et d'Israël. Donc ça fait partie aussi de ce combat global que nous connaissons dans le monde. Je voudrais qu'on parle de la situation à Gaza. Le ton se durcit très nettement entre la France et le gouvernement israélien. L'ambassadeur d'Israël va être convoqué après des tirs de sommation de soldats israéliens contre des diplomates à Jénine, en Cisjordanie, dont un agent français. Je précise par ailleurs que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, à l'instant... prédit notamment que l'armée israélienne contrôlera toute la bande de Gaza à la fin de l'offensive. Sur le fait que l'ambassadeur soit convoqué parce qu'il y a eu des tirs de sommation contre des agents diplomatiques, dont un agent français. C'est la moindre des choses. On en est là aujourd'hui, Manuel Valls ? Dès qu'il y a des incidents de cette gravité, il est au fond assez normal que le Quai d'Orsay convoque l'ambassadeur d'Israël en France. Est-ce qu'il faut hausser le ton ? Je vais vous lire cette phrase de Jean-Noël Barrot. La violence aveugle a fait de Gaza un mouroir, pour ne pas dire un cimetière. Est-ce que, compte tenu de la situation à Gaza, il faut hausser le ton ? Le gouvernement français a-t-il raison de parler plus fort, d'utiliser ces mots face à ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza ? Il faut que la guerre s'arrête. Les buts de guerre du gouvernement israélien sont aujourd'hui sans doute peu clairs. Bien évidemment, il y a trop de morts civiles, un désastre, même si l'aide humanitaire aujourd'hui arrive progressivement. Bon, donc, très peu, de façon infiniment disproportionnée par rapport aux besoins. Il faut que cette guerre s'arrête, il faut que la population gazaoui ait cette aide alimentaire, ce soutien de la communauté internationale. De l'autre côté, moi ce que je souhaite, c'est qu'après il y ait des solutions politiques pour la paix, pour les Palestiniens, qui ont droit évidemment à un avenir. Mais dans le débat, d'une manière générale, ce qui me gêne sur ce conflit, c'est qu'on a oublié le 7 octobre. On a oublié que le Hamas est cette organisation proche des frères musulmans et qui prône la haine et la destruction d'Israël. Il faut en permanence le rappeler. Et il faut enfin rappeler, Benjamin Duhamel, qu'il y a encore des otages. Absolument. C'est ça qui a déclenché... Et d'ailleurs, Benjamin Netanyahou dit qu'il reste 20 otages en vie de façon certaine dans la bande de Gaza. Et que c'est ça. Et je puis rajouter un autre élément. C'est qu'Israël est une démocratie. Et que le débat
au sein de la société israélienne, sur les buts de guerre, sur la situation des otages, sur les solutions qu'il faut trouver pour la paix, sur la nécessité demain de poursuivre les fameux accords d'Abraham, c'est-à-dire les accords entre Israël et le monde musulman sunnite. C'est un débat qui Manuel existe Valls, aussi dans la société pardonnez-moi, israélienne. je vous écoute attentivement et je crois qu'ici, personne ne relativise l'horreur du 7 octobre 2023 et la responsabilité écrasante du Hamas, mouvement terroriste. Mais sur les mots qui sont employés quant à ce qui est en train de se passer à Gaza, vous dites des buts de guerre peu clairs. Moi, là, je vous cite un ministre des Affaires étrangères qui parle de Gaza comme d'un mouroir, pour ne pas dire un cimetière. Je pourrais aussi vous citer ce que dit Delphine Orwiller, rabbine, qui parle de la faillite morale d'Israël. Ces mots-là, vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas les utiliser? Moi, je ne les endosse pas, mais je peux les comprendre. Et en plus, le Barrot est membre du gouvernement auquel j'appartiens, et j'ai énormément de considération pour Delphine Orwiller. Moi, je fais attention parce que je ne partage pas les positions du gouvernement de Benjamin Netanyahou, et encore moins les propos terrifiants de deux de ses ministres d'extrême droite, qui donnent le sentiment de vouloir, en effet, nettoyer totalement la bande de Gaza. Et ça, c'est totalement insupportable. Mais je fais aussi attention, c'est pour ça que je vous le disais, et vous m'écoutiez, Israël est une démocratie, c'est un pays ami, il y a un débat au sein de la société israélienne. Il est normal que la France, l'Europe, questionne, évidemment, interroge, prenne des positions qui soient fermes. Vous êtes favorable au fait qu'on révise, qu'on réexamine l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël? Tout ce qui peut apparaître dans ce sens et qui donne le sentiment qu'on est en train d'isoler Israël me paraît demander réflexion. Et d'ailleurs, cette réflexion existe au niveau européen et les pays ne sont pas tous d'accord. L'Allemagne est effectivement en désaccord, mais la position diplomatique de la France est d'être en accord avec ce réexamen. En tout cas, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Qu'il y ait une pression sur Israël pour aujourd'hui faire en sorte qu'on arrête cette guerre, les milliers de morts, cette souffrance qui existe, c'est incontestable. Mais je veux à chaque fois, ça me paraît essentiel, qu'on rappelle les causes de cette guerre et le fait qu'il y ait toujours des otages, et que dès le lendemain du 7 octobre, avant même que Israël ne riposte, il y a eu un tsunami antisémite porté par cette vague que nous évoquions. Et personne ici, Manuel Valls, ne le sous-estime. Oui, mais j'insiste sur ce fait. Je veux le rappeler. Vous n'êtes pas favorable, au fait de réexaminer cet accord entre l'Union européenne et Israël? Je suis très respectueux du domaine réservé du président de la République et de l'action diplomatique, mais tout le monde sait mon attachement à Israël, et je dis attention à ne pas... La critique, la pression dans le contexte que nous connaissons sont évidemment tout à fait normales, mais je dis attention au sentiment qu'on est en train de donner un peu partout aujourd'hui en Europe, où on est en train de mettre de côté, d'isoler Israël. Ça me semble d'ailleurs peu productif par rapport à la recherche demain d'une paix entre l'État hébreu et les Palestiniens, ce que je souhaite. Un tout dernier mot, Manuel Valls, sur votre portefeuille et sur cette annonce faite par votre collègue Gérald Darmanin d'une prison de haute sécurité en Guyane, visiblement peu appréciée par les élus locaux. La Guyane n'a pas vocation à accueillir les criminels et terroristes de la France hexagonale, dit la collectivité territoriale de Guyane, en parlant d'une reconstitution du bagne de très mauvais goût. Vous allez refaire le bagne en Guyane? Vous savez, c'est un projet de prison nouvelle de 2017. De 2017, qui avait été, à l'occasion d'un grand mouvement social, lancé par le président Hollande et Bernard Cazeneuve, qui était Premier ministre à ce moment-là, qui m'avait succédé, et par Erika Barretz, la maire de Saint-Denis de La Réunion, qui était à l'époque ministre des Outre-mer. Donc c'est un projet qui vient de loin, qui est attendu, et je crois que Gérald Darmanin, qui je me suis entretenu, a donné les explications à l'ensemble des élus. Il est allé un peu vite, il a voulu faire une sorte de coup de com' en l'annonçant. Moi, je ne rentre jamais dans ce genre de débat. Encore une fois, je le répète, gouverner, c'est difficile, et je suis très respectueux du travail que nous menons. Et d'ailleurs, avec Gérald Darmanin, avec Bruno Retailleau, avec Sébastien Lecornu, ensemble, nous sommes très mobilisés contre la question du narcotrafic. Et cette prison aussi doit accueillir des narcotrafiquants de la région. Ça me paraît tout à fait essentiel. Il faut tout simplement, dans les Outre-mer, je le sais bien, faire très attention aux symboles, aux mots, aux déclarations, parce qu'il y a une sensibilité par rapport au passé. Mais je suis convaincu que Gérald Darmanin a donné toutes les explications nécessaires aux élus, et les Guyanais savent qu'ils ont besoin, pas seulement, mais ils ont besoin de cette prison, de cette nouvelle prison, pour aussi faire face à la violence, à la délinquance qui sont une réalité en Guyane. Merci beaucoup, Manuel Valls, d'être venu nous voir ce soir dans Tout le monde veut savoir.